Bonjour à tous. Salut tout le monde. Ravi de te revoir Greg. Benjamin, à nouveau, on est en direct de California Adventure pour cette petite série de 360 qu'on fait. Parce que, bon, on a profité d'un voyage comme ça pour enregistrer un peu, vous ramener un petit peu avec nous avec la technologie panoramique. Et là, vous pouvez le voir autour de vous, vous avez un magnifique panorama puisque nous sommes derrière l'une des plus grosses attractions de Disney California Adventure. Il s'agit de Radiator Springs Racer dans le Land Cars Land. Exactement, une attraction qui a coûté à l'heure au bas mot, InfoWiki, approximativement, plus de 200 millions de dollars à elle tout seule. Ça représente quasiment 1/5 de tout le budget de la réhabilitation du parc California Adventure, qui était quelle année à peu près, tu te rappelles? Ils ont lancé en 2007, la transformation a fini en 2012. Voilà, donc du coup, vous voyez, on n'est effectivement pas dans rien du tout en termes de thématisation. Et la raison pour laquelle c'est tout désert autour de nous, c'est qu'on a de la chance. Elle est 101, autrement dit. Elle est en panne temporairement, donc voilà. Ce qui fait que vous allez pouvoir profiter de notre son proprement. Là, on a juste les voitures qui devraient circuler derrière nous. Là, il y en a pas. Il y a juste la musique que vous peut-être vous entendez, mais ça devrait être largement supportable. Et autour de vous, vous le voyez, c'est désert parce que nous sommes en semaine, hors période de vacances en Californie. Et demain seulement commence la saison d'Halloween, donc forcément, les gens préfèrent venir plus tard. Donc petit conseil pour ceux qui planifient un petit trip à Halloween. Fin août, début septembre. Là, vous regarderez sur les photos sur les réseaux de Puissance Park. Je pense qu'on vous postera quelques photos des tableaux d'affichage. C'est juste hallucinant au niveau des temps d'attente. Il n'y a rien. On a pu profiter. Donc, on va pouvoir plonger dans cette attraction qui est exceptionnelle, qui est Radiator Springs Racers. Je fais comme d'habitude, je commence ma partie storytelling et je laisserai Grégory continuer sa partie tech et technologique pour vous expliquer un peu tout ce bordel. Et je commence sans plus attendre par tout ce qui est diégèse, comme on le fait à chaque fois. Alors là, effectivement, on est sur une attraction qui est extrêmement bien construite, mais il y a cependant un premier élément qui manque au tableau et on n'a pas réussi à l'identifier malgré nos recherches, c'est le qui. Qui nous sommes, nous, humains, au sein de l'attraction. Encore une fois, je rappelle, on ne note pas le land, mais notre comparaison commence à la file d'attente. Donc là, qu'est-ce que nous sommes par rapport à Radiator Springs Racers? On n'a pas trouvé cette réponse. Certains disent que nous sommes nous-mêmes des voitures, mais à ce moment-là, pourquoi est-ce que nous montons nous-mêmes dans une voiture pour faire le circuit? Donc c'est un peu spécial. On est resté sur le bas, on ne le sait pas. En revanche, le reste des questions se répondent sans problème. Nous sommes à Radiator Springs et dans ses environs. Pourquoi faire? Parce qu'aujourd'hui, il y a une course dans la ville et nous allons participer. Et comment est-ce que nous faisons cette histoire? Eh bien, à bord d'un véhicule, bien sûr. Et où tout ça se passe? Évidemment, je l'ai dit, c'est à Radiator Springs. On ne peut pas se louper. Donc, la suspension consentie d'incrédulité, c'est-à-dire le fait que nous acceptons le fait d'être dans un monde où il n'y a que des voitures et nous allons monter dans le film Cars, marche à fond. C'est une attraction qui est ultra thématisée du moment où vous commencez la file jusqu'à ce que vous en sortiez. Aucune fausse note à ce niveau-là. C'est un carton plein. Il faut vous dire que l'attraction est une des dernières que Imagineering ait pondue. Elle utilise les dernières technologies. Vous le voyez derrière nous, les décors sont absolument splendides. Donc, aucun problème là-dessus. C'est donc un 2 sur 2,5 qui est largement mérité. Et il n'y a aucun souci à avoir de ce côté-là. Exactement. Alors ensuite, pour passer à la seconde partie de cette partie immersion, la narration maintenant. La narration. Donc là, nous sommes plus sur une narration, et là, ça va peut-être vous surprendre, qui est indirecte. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien, parce que vous soyez dans la file d'attente ou que vous ayez quitté la gare d'embarquement, il va vous falloir un certain temps avant de comprendre ce que vous faites dans cette attraction. Et quand je dis qu'il faut un certain temps, eh bien, c'est le shérif qui nous interrompt, qui nous bloque dans notre aventure et qui nous explique « You're not racing yet », vous n'êtes pas encore en train de faire la course. Et petit à petit, l'information nous est donnée. Jusqu'au moment où nous croisons Sally et Flash McQueen qui, eux, nous disent carrément « C'est la course, préparez-vous et soit vous allez à gauche, soit vous allez à droite. » pour vous préparer. Il y a des éléments qui peuvent vous mettre un peu sur la piste, d'où le indirect, comme certains posters de la file d'attente quand vous la faites en stand-by, c'est-à-dire la file d'attente normale, non coupée par un fast-pass ou une single rider. C'est ça. Mais également le costume des castes, donc des personnels qui portent des drapeaux à damier. Cela dit, ces costumes ne sont pas ultra raccords avec le... Donc on peut se poser la question. Maintenant, ça n'empêche que c'est parfaitement compréhensible une fois que nous sommes dans cette partie Dark Ride à l'intérieur, que l'histoire est explicite. Et qu'au final, on s'amuse et on passe un bon moment. Donc malgré ce petit souci de compréhension qui fait que dès le début, on n'est pas sûr de pourquoi on embarque, eh bien, l'attraction s'en sort avec 1,75 points sur 2,5, ce qui est complètement honorable. On est au-dessus de la moyenne. Oui. Et ça les vaut complètement. Tout à fait. Ensuite, maintenant, on est quand même sur une attraction de catégorie, enfin de classe étiquette. On est sur un très gros, puisque c'est même carrément le Winnie de tout le land, à tel point que le fond ici sert de déco au reste du land qui du coup devient une sorte de pré-show d'une certaine façon. Tu me vois où est-ce que je veux en venir? Bien sûr. Sur le scope, c'est-à-dire du point d'entrée, du panneau d'entrée à l'attraction jusqu'au moment où j'en sors, qu'est-ce que je rencontre comme expérience? Pré-show, main show, post-show? Alors là,
on est d'accord, on va très vite expédier ce qui est partie main show. Forcément, c'est le ride. Et il est long, il est complexe, il a beaucoup de choses que Greg vous expliquera juste après qui est assez incroyable. En revanche, le pré-show et le post-show, voyons voir ça. Eh bien malheureusement, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un pré-show? Non, parce qu'en fait c'est la file d'attente. Même si, comme Greg l'a dit, il y a des petits indices à droite, à gauche, des petits caméos, des petits clins d'œil de l'univers de Cars, en fait ce n'est pas ça qui va vous expliquer l'histoire et vous faire comprendre dans quoi vous entrez. Donc je peux pas considérer ça comme étant un pré-show. Si on ouvre le champ en disant que toute file d'attente est un pré-show, forcément vous allez trouver un pré-show partout. Mais là, il n'y a pas de salle où on vous explique l'histoire, il n'y a pas d'animatronique dans laquelle on va vous expliquer ce qui va vous arriver. Bref, pas même une vidéo. Même pas une vidéo, voilà. Donc clairement, non. Et par rapport au post-show, c'est un peu la même chose. Vous avez débarqué de votre véhicule, vous montez un escalier qui vous ramène vers la file extérieure et basta, c'est terminé. Il n'y a pas de comptage de points, il n'y a pas de photos sur le vif. Il y a une salle, oui. Mais en soi, je veux dire, tout ça n'a pas d'impact sur votre sortie. La photo est vraiment là pour le merchandise. Donc, on va dire que l'expérience se termine après que vous ayez re-rencontré Flash et Miters qui vous disent merci d'avoir fait la course, c'était super cool, vous êtes devenus de bons amis, vous débarquez, terminé. Donc, vous n'avez pas de pré-show, il y a un main show, mais il n'y a pas de post-show, ce qui nous donne la note de 1 sur 2,5. S'ils avaient poussé le délire encore plus loin, c'est vrai que là, ils auraient eu la note maximale assez vite. Et c'est amusant parce que si on refait un petit détour par la Floride cette fois-ci sur la mère de cette attraction, qui est l'attraction Test Track, voilà. Elle, par contre, remplit toutes ces catégories puisqu'elle dispose d'un pré-show, enfin de plusieurs salles de pré-show assez complexes, dont la construction, le main show qui utilise la même technologie, les slot car system, et enfin, le post-show qui est un des meilleurs à l'heure actuelle. Un des plus impressionnants. Voilà. Alors, je vais avancer. On continue sur Production Value. Voilà, la Production Value. Donc, je vous le rappelle, c'est tout ce qui donne de la richesse à l'attraction et la démarque dans tous les points de vue possibles et imaginables. Donc, niveau des détails, forcément, vous le voyez actuellement en 360 tout autour de vous. Il n'y a pas à tortiller, c'est extrêmement riche. Nous avons beaucoup de panneaux. Nous avons des fontaines qui rappellent un peu l'univers de Cars, donc en forme de piston d'air. Nous avons des vieilles structures en bois qui font brinque-ballante comme si elles dataient du début du XXe siècle, donc là aussi c'est parfaitement immersif. On passe dans un garage désaffecté dans la file d'attente qui nous rappelle que nous sommes dans un désert, donc là aussi aucun problème, ça marche à fond de balle. Tout ce qui est partie ride en lui-même, là aussi, c'est assez riche et assez incroyable de se dire qu'il y a tout ça, puisque la ville en elle-même est totalement reproduite à l'intérieur du circuit, à l'échelle des véhicules, donc ils sont plus petits, mais comme ça se passe de nuit, tout est parfaitement camouflé et caché, et c'est assez incroyable. On rencontre un nombre hallucinant d'animatronics dans cette attraction. Faut vous dire, il y en a à peu près, je crois, une dizaine, douzaine, trucs comme ça. Et c'est pas n'importe quel animatronics, parce que quand on prend des animatronics d'habitude, ils ont la taille, son forme humanoïde, pour ceux qu'on connaît le plus. Là, ils ont des formats, bien sûr, des véhicules de la licence, mais quand on voit la taille des véhicules, la fluidité des déplacements, les mouvements et l'intégration quasi parfaite du mapping, c'est incroyable. C'est assez impressionnant. Donc effectivement, tu l'as dit toi-même, il y a de la projection, il y a du mapping vidéo dynamique, il y a de la randomisation, c'est-à-dire que vous allez vivre deux expériences qui sont légèrement différentes l'une de l'autre. Il y a de l'audio synchronisé. Bref, c'est l'orgie en termes d'événements. La musique, même si elle est moins originale puisqu'elle provient directement des films, vous l'entendez peut-être autour de nous, c'est de la bande originale des années 50, c'est du rockabilly, c'est du jazz, c'est du rock, c'est vraiment un univers foisonnant musicalement parlant. Évidemment, il y a 2-3 petits easter eggs. Tous les easter eggs que vous reconnaîtrez, c'est Radiator Springs, évidemment, qui est reproduit dans tous les sens, avec nos personnages qui sont incarnés. Mais alors ça, c'est toi qui me l'as fait remarquer, je rends à César ce qui est à César. Juste avant que la course ne commence, Luigi fait un compte à rebours avant que les véhicules ne s'élancent. Et il reprend les paroles d'une des chansons d'Elvis Presley. Alors, est-ce qu'on peut supposer qu'Elvis existe sous une forme de voiture dans l'univers de Cars ? Peut-être. C'est bien possible. Mais en fait, ça fait une petite référence sympatoche. Donc là, il faut se dire que tout ça est absolument richissime. Et pour conclure cette partie, puisqu'elle est absolument géniale, effectivement, il y a 2 points sur 2,5. Pourquoi il n'y a pas le 0,5 supplémentaire ? C'est peut-être parce qu'il manque encore un peu plus de détails dans l'univers en dehors de Cars pour entériner davantage dans l'univers de la route 66, du fait que ce soit dans les années 50. Voilà, tous ces petits détails qui peut-être manquent un peu, mais en soi, c'est pas méchant. Je veux dire, l'attraction est incroyablement riche. Les files d'attente, si un jour vous avez l'occasion de les faire, en stand-by plus particulièrement, vous verrez, il y a beaucoup de choses à voir. C'est assez beau.
même si je peux regretter 2-3 éléments en sup qui auraient été encore un cran supplémentaire. Mais en soi, voilà, la note est plutôt correcte. Très bien. Et donc du coup, cela conclut cette partie consacrée à l'immersion. Merci, effectivement. Donc là, vous avez un petit scope de tout ce qui est immersif. On va pouvoir commencer ta partie tech et on va ouvrir le balai directement avec le niveau d'originalité. Exactement. Bon, là, on va pas aller passer 3 plombes là-dessus. Effectivement, on est quand même sur quelque chose qui reprend la licence qui a été implémentée par les 3 films Cars. Évidemment, on est sur un degré d'originalité marginal dans la mesure, c'est une full licence, quoi. Tout provient du film. C'est ça. Et cette séquence de la course est illustrative, si je ne me trompe pas, d'un des passages du premier film et de petits points qui reviennent dans le 2 et dans le 3. Donc, c'est ça. En fin de compte, c'est pas extrêmement original comme setup. Mais c'est pas bien grave dans la mesure où l'attraction peut très bien s'en sortir pour cela. Et on va donc passer à la partie suivante. Donc juste pour rappel, pour 4, vu qu'il n'y a pas de grande originalité, c'est 0,5 points, voilà. Puisqu'on considère que c'est plus facile de prendre un film, de le transposer en version attraction, que de se tortiller la tête à imaginer un univers qui n'existe pas. Notamment imaginer des personnages. Par exemple là, on monte à bord de véhicules, je ne crois pas que les véhicules aient de nom particulier, on rencontre que les personnages du film, c'est très bien, mais bon, voilà. C'est rien de plus. On reprend ce qui existe, quoi. Par exemple, alors on va pouvoir passer à une phase qui est la plus intéressante pour moi, puisque là tu as pas mal de choses à dire, c'est la technologie et cette attraction, on est blindé. Exactement, et tu l'as signalé très justement. Alors je vais parler du main show principalement parce que bon, là la technologie qu'il y a ici de nuit, c'est principalement du light show et du sound design. Donc bon. Par contre, tout ce qui va être technologie intégrée au ride, déjà les animatronics, qui foutent une énorme baffe dans la mesure où là, on a des véhicules quasiment taille réelle, qui non seulement sont d'une fluidité complètement dingue, donc le travail sur le poids, le travail sur les structures hydrauliques, sur les déplacements, les mouvements, l'intégration avec le mapping vidéo, c'est-à-dire que certains animatroniques ont des projecteurs qui se trouvent au plafond, qui projettent sur l'animatronique qui bouge. Donc imaginez le suivi qu'il faut pour arriver à faire ça, c'est juste dingue. Vous ajoutez, alors bien sûr, les animatronics ont aussi, vous savez, les yeux qui se trouvent à l'avant, ça c'est de la projection interne, bien entendu. Mais pour les bouches, pour certaines bouches, ça se passe en extérieur. Donc c'est assez fou de voir ça. Et t'en as même qui bougent, qui sont sur rail et tout, c'est incroyable. Exactement. Il y a un truc aussi qui est assez impressionnant pour le coup, c'est que ces mêmes animatronics, notamment je pense à l'une des premières scènes quand on rencontre Martin pour la première fois, on va avoir Martin qui nous dit quelque chose à droite, puis on passe derrière un buisson et il y a un raccord qui est fait de manière à ce que le Martin qui se trouve derrière, le second animatronique identique est derrière, reprennent le mouvement du premier, ce qui permet à un autre véhicule d'arriver derrière le premier et de reprendre Martin dans la position d'attente. C'est-à-dire qu'ils ont intégré la réinitialisation de la position des animatronics dans le show. Ah, la vache. Au lieu d'autres attractions, vous savez, vous auriez arrêt de mouvement, on remet en position et on recommence. Là, les animatronics et leurs animations suivent les véhicules de manière à revenir à la position 0 pour qu'ensuite, au prochain véhicule qui arrive, hop, on repasse en avant. Donc ça, c'est extrêmement bien pensé et c'est ce qui permet en même temps d'accélérer le débit de l'attraction puisqu'on peut avoir plus de véhicules qui peuvent passer et succéder en un temps beaucoup moins long. Donc ça, très impressionnant. Autre chose, audio embarqué, ça, aujourd'hui, c'est un standard, on va passer dessus. C'est ça. Par contre, la technologie du ride en lui-même. Ça, c'est un morceau que je trouve incroyable. C'est un petit morceau de choix parce que cette technologie que vous avez ici, alors, pour tout vous dire, fut un temps, on l'a classé dans la catégorie EMV, c'est-à-dire la technologie qui a été développée pour Indiana Jones Adventure. Vous savez, les véhicules qui suivent un rail et qui peuvent bouger, sauf que non. Ici, il s'agirait d'une technologie qui s'appelle Slot Car. Alors, pour ceux qui sont anglophiles, il s'agit en réalité du même type de technologie. Enfin, c'est une évolution, une mise à grosse échelle de ce que l'on a, vous savez, avec les petites voitures télécommandées sur les petits circuits. Vous voyez, genre Scalextrix, etc., ou la file d'attente de RC Racer que nous avons au Walt Disney Studios qui reprend ce système avec un rail en métal. Voilà, ça c'était la version plus petite. Eux, ils se sont dit, c'est sympa comme jouet, on va le faire en plus gros. Donc ils l'ont fait pour Test Track dans les années 90. Et ensuite, cette même technologie a été remise au point. Simplement, aujourd'hui, cette technologie serait mieux connue sous le nom de Triple T, c'est-à-dire Test Track Technology. Autrement dit, le circuit que vous avez derrière, les véhicules sont bel et bien auto-propulsés. Ils ont leur moteur embarqué, les pneus sont en contact avec la route, mais le suivi de la route en lui-même est surtout effectué par les rails qui se trouvent sous le circuit avec une tige qui passe en dessous et qui fournit également l'alimentation électrique et les points de synchronisation. Donc c'est une technologie qui est déjà au point depuis Test Track, qui a été réappliquée ici et
qui marche du tonnerre de Dieu. Elle a aussi été utilisée, tu me disais, sur Voyage au centre de la Terre. Voyage au centre de la Terre, qui est la même techniquement. Exactement. Il n'y a aucune différence. Et c'est vraiment de la bonne tech parce que pour le coup, ça permet des accélérations. Là, ici, c'est de 0 à 70 km/h grosso modo. D'accord. Donc c'est pas mal. Test Track monte beaucoup plus haut. Ah oui, c'est la plus rapide de Walt Disney World. Je crois il monte à peu près à 100 km/h, il semble. Si je me trompe pas. On le sent. Et on le sent. Et ça permet ce genre de choses, avoir des beaux virages bien lisses. Donc on a vraiment des sensations qui sont très très proches de l'automobile puisque le véhicule est autopropulsé et n'est pas en train de suivre les lois de la gravité comme un roller coaster par exemple. Alors justement, en parlant de technologie, il y a aussi une spécificité de Radiator Spring Racers que nous n'avons pas ni à Test Track ni à Journey au Center of Vias, c'est ce track switch qui se fait à un moment donné. Exactement, c'est-à-dire que ici, alors les track switch pour le jargon, c'est des aiguillages. Voilà, en gros. Voilà, c'est normalement sur les attractions, c'est utilisé pour séparer la partie de voie qui va permettre aux gens de vivre l'expérience des parties techniques, les garages, etc. Par exemple, voilà. Donc vous en avez sur Rock, vous en avez sur Space, vous en avez sur Eurosat. Toutes les attractions en ont une. Maintenant, les track switch ici sont utilisés à une autre fin puisque lorsque vous arrivez sur l'une des dernières scènes de la partie Dark Ride, c'est la partie où on vous raconte l'histoire, il y a un choix qui va être effectué, piste de gauche ou piste de droite, ce qui va vous permettre d'être en parallèle et d'être dans une configuration qu'on appelle dueling. Ah oui. C'est-à-dire que cette fois-ci, au début de l'attraction se fait sur une seule piste, mais une fois qu'on a passé cette partie-là, eh bien, les deux véhicules qui se suivent vont être mis en parallèle l'un de l'autre et vont pouvoir faire la course en simultané, puisque c'est le thème de cette attraction. Et à cela a été ajoutée une autre partie, la randomisation. Voilà, le côté aléatoire. Exactement. Vous ne savez pas si votre véhicule ou le véhicule d'en face va être le gagnant de cette course. Exactement, sachant qu'en réalité, les parcours sont parallèles, il n'y a pas de séparation du circuit comme on pourrait l'avoir sur Auto par exemple. C'est ça. Ici, on est sur des circuits totalement parallèles. Je n'ai pas compté voir si les virages gauche-droite sont dans le même nombre, ce qui garantirait que les longueurs sont identiques. Ah, je sais pas moi non plus, j'ai pas fait attention. Bon, en tout cas, l'idée c'est que la ligne d'arrivée qui se trouve juste derrière nous, je ne sais pas si vous la voyez, mais grosso modo cette ligne d'arrivée là est l'endroit auquel l'attraction s'arrête en quelque sorte et une des deux véhicules va avoir pris une petite avance par rapport à l'autre et remporter la course. Ce qui fait que techniquement, donc si moi je saisis bien, on retrouve beaucoup de technologies d'avant, de Test Track, de Voyage au centre de la Terre. Donc on n'est pas sur une révolution, on est plus sur une évolution. C'est une bonne grosse évolution, mais avec des évolutions significatives. La randomisation, l'usage des track switch pour avoir un côté dueling, plus les animatroniques sur la théma. Donc là, ça vaut un gros 2. Ah oui, ce n'est pas une révolution, encore une fois, mais c'est très très bien pour ce que ça vaut. Là, honnêtement, c'est une attraction qu'il faut impérativement faire quand on vient ici. Donc tu m'as donné un peu la transition avec l'avant-dernière partie de ta partie tech qui est la qualité de production. Donc là, tu l'as beaucoup déjà dit avec les animatroniques qui sont assez incroyables. Donc là, tu vas peut-être préciser davantage. Mais oui, alors là, la réalisation des décors, c'est absolument impeccable. Les effets de perspective forcée sur les décors ici sont bons. On regrette par contre, il y a une petite cascade qui se trouve à un endroit où la perspective forcée est un peu fausse. C'est ce que les guests disent en sortant. C'est ce qu'on a senti aussi, il faut le dire. Mais sinon, on a quand même le côté grandiose du décor qui est là. On peut naviguer dans le décor. Ce n'est pas un aplat. Les animatroniques sont excellents. Le double animatronique de Martin et de Hudson qui sont en mouvement sont d'une qualité irréprochable. Les animatroniques se reset. Bref, honnêtement, les véhicules en eux-mêmes ont leur carrosserie qui est bien aimée. Les cavernes, les salles, les plafonds sont à peine visibles. Ah, c'est impressionnant. Donc honnêtement, non. Là, c'est un 2,5 parce que il n'aurait pas pu le faire mieux, c'est clair. Donc bravo, excellent travail sur ce point-là. Et bien d'ailleurs, tu m'as parlé de ne pas voir tout ce qui éclaire puisqu'on est dans le noir. Ben, il reste la partie de camouflage de toutes ces technologies. Exactement. Et qu'on a vu. Eh ben, on n'a pas vu. C'est ça le truc, c'est-à-dire que si on se met dans la peau d'un guest, d'une personne qui n'y connaît rien, il voit les robots, les animatroniques, il ne voit pas les robots, il voit les personnages. C'est ça. Il ne voit pas les projecteurs, il ne voit pas les systèmes vidéo. Tout est camouflé. Et ça, c'est un 2,5. Parce qu'il n'y a pas de zone technique visible. Même les zones techniques comme les garages en eux-mêmes sont planqués derrière des portes thématisées et derrière des recoins. Donc il faut vraiment savoir regarder pendant une milliseconde pour le. Donc honnêtement non, il n'aurait encore une fois pas pu faire mieux. C'est un 2,5 à nouveau. Et ce qui nous amène donc à la note finale pour cette attraction. Elle est méritée amplement. Donc on est d'accord tous les deux. 14,25 sur 20, ce qui en fait donc une très bonne attraction juste derrière Millennium Falcon Smuggler's Run. Donc vraiment les deux sont côte à côte, ce qui en fait vraiment, on va dire, des très très bonnes attractions. Il n'y a rien à dire là-dessus. Exactement, oui, effectivement. Ensuite, les choses qui auraient pu certainement être améliorées, c'est avoir peut-être une plus grande dimension pré-show et post-show. Parce que certes, Cars, c'est une licence connue par beaucoup de gamins, mais me concernant, je n'ai pas vu les films. J'ai vu quelques extraits pour pouvoir faire les remarques que j'ai évoquées tout à l'heure. Mais par exemple, un peu de mise en contexte par du pré-show aurait pu être une bonne chose, d'autant plus qu'on est sur des personnages animés à la base. Peut-être qu'un animatronique quelque part dans une salle en amont
aurait permis cela. Peut-être qu'en post-show, avoir la possibilité justement de jouer, d'avoir un podium sur lequel on peut se prendre en photo parce qu'on a gagné la course avec son véhicule. Oui. Ce genre de trucs aurait pu être des petites choses qui ont un avantage de marketing derrière, mais qui en même temps permettent de compléter l'expérience. C'est l'une des rares choses qui manque vraiment à cette attraction, mais honnêtement, c'est un carton à faire absolument quand vous venez dans ce parc. C'est sûr. Donc voilà, ça conclut notre nouvelle édition du 360 sur la Californie, puisque nous sommes en direct là-bas. En tout cas, pas en direct. Pas direct, mais quasiment. Pas direct. On vous a emmené avec nous à bord. Vous allez voir quelques photos que Greg insérera au fur et à mesure pour vous faire vivre l'expérience. Donc en tout cas, moi je te dis encore une fois merci Greg de participer avec moi à ce format qui est super cool. Merci à toi. On se retrouve très vite pour de nouveaux 360. Comme d'habitude, vous nous retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Puissance Park, et vous nous retrouvez sur YouTube évidemment, et vous retrouvez aussi le podcast sur toutes les plateformes qui vont bien. Donc moi je vous dis à très vite. À très bientôt. Et profitez bien de Cars Land. Ciao. Ciao.